Le dimanche 31 mai, la Colombie a organisé le premier tour de son élection présidentielle. Le scrutin opposait un candidat d'extrême droite, Abelardo de la Espriella, à Iván Cepeda, un social-démocrate issu du parti au pouvoir du président de gauche Gustavo Petro. De la Espriella a promis d'imiter l'approche très dure de Donald Trump contre le narcotrafic, annonçant ainsi un possible retour du plan Colombie. Ce programme de contre-insurrection soutenu par les États-Unis, marqué par de graves violations des droits humains, massacres de leaders sociaux, déplacements massifs et le scandale tristement célèbre des faux positifs pendant la guerre ratée contre la drogue au début des années 2000. S'il devient président, de la Espriella deviendrait donc un pilier de la doctrine Monroe, qui prône la domination totale des Amériques par la force militaire américaine. Il promet déjà de réprimer la gauche politique en Colombie. J'ai dit que Petro est le chef de la mafia, parce que ce gouvernement est une bande criminelle. Et le chef de la mafia, c'est le président de la République. Alors, me traiter d'avocat de la mafia, c'est pas très original, vu que c'est moi qui l'ai d'abord appelé chef de la mafia. Il a perdu les pédales. Il va perdre. Il sait qu'on est venu pour le confronter, le vaincre et le punir, parce que ce qu'il a fait ne restera pas impuni. L'administration Trump est intervenue de façon flagrante dans l'élection, en envoyant le sénateur républicain Bernie Moreno, un riche Américain d'origine colombienne, dans le pays pour faire campagne en faveur de la Espriella. L'un des principaux alliés de Trump dans la région, le président équatorien Daniel Noboa, né aux États-Unis, est lui aussi intervenu. Il a d'abord imposé des droits de douane de 50%, puis menacé de les porter à 100% sur les produits colombiens si Cepeda gagnait. En revanche, si de la Espriella l'emportait, il promettait de maintenir les tarifs à zéro. Après le scrutin, les médias ont déclaré de la Espriella vainqueur du premier tour, alors que tous les sondages jusque-là le donnaient derrière Cepeda. Cela signifiait que les deux candidats devraient s'affronter lors d'un second tour. Mais peu après le vote, des accusations de fraude électorale flagrante ont commencé à circuler, certaines diffusées en direct depuis les bureaux de vote. L'élection avait-elle été truquée? Sachant que Cepeda menait encore de 13 points à peine le 22 mai, des milliers de personnes, surtout des jeunes, sont descendues dans les rues de plusieurs grandes villes du pays pour dénoncer le résultat. En Colombie, le système électoral dispose d'une interface numérique qui permet aux citoyens d'accéder aux registres de vote numérisés et aux feuilles de dépouillement. Dès que ces documents ont été mis en ligne, des Colombiens du monde entier se sont tournés vers les réseaux sociaux pour montrer ce qu'ils considéraient comme des preuves évidentes de fraude électorale. Nous avons pris l'initiative de comparer les registres du bureau de l'état civil avec ce qu'on observe ici, à Belo, notamment en ce qui concerne les bureaux de vote. Regardez ce qu'on a trouvé. Jetez un œil, par exemple. Regardez cette école. C'est quelle école, ça? Établissement d'enseignement, 719 Barrio Paris. Et regardez ce qu'on a découvert. Regardez ici, au bureau de vote numéro 4, précisément. Vous voyez, il y a 32 votes enregistrés pour Iván Cepeda, un seul pour Claudia López. Et maintenant, regardez celui-ci. Juste là. C'est censé indiquer 429, mais à l'origine, c'était un 9 qui a été modifié. Regardez le point décimal. Ils ont ajouté un... Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ava formulfusken oui, suspe dessus mieux, pour en faire Krofsneuf. Ah, et on en a trouvé plusieurs exemples. Oui, il y en a eu pas mal. Mais tous les votes en faveur de Cepeda semblent nets. Je veux dire, on n'a vu aucune rature, aucune modification sur cela. Les votes pour Cepeda sont propres.
Les Colombiens n'ont pris connaissance de ces accusations que parce que les citoyens ont le droit de filmer dans les bureaux de vote et parce que les registres électoraux ainsi que les feuilles de dépouillement sont immédiatement numérisés et rendus publics. Qui est dans cette zone? Tableau 16. Putain! Quel est le numéro de la table? Tableau 16. Voyons voir. Ces jeunes vérifient les alertes de fraude signalées dans des publications exposées. Ça dit Nariño, Pasto. 7 bureaux de vote ont transmis leurs résultats. 5 sont pour Gerardo Romero. Il y a une fraude impliquant Abelardo. Attendez, Nariño, Pasto. Nariño, Nariño, Pasto, me dijiste. Pasto, ajá. Zona. Les réseaux sociaux ont donné un effet viral à ce phénomène, que même les grands médias n'ont pas réussi à dissimuler. ¿Qué más? Y mesa 5. Table 5. D'accord, voyons si on peut trouver quelque chose. Regarde ça. Ils ont ajouté 1000 voix par erreur. L'erreur, c'était 1000 voix. Presque rien ici. Par contre, là, c'était plus généreux. Ils lui ont donné 74 et ici 44. Si une telle fraude a eu lieu, il y a donc eu de nombreux complices. Parce qu'il fallait avoir accès au bureau de vote, non seulement au moment du dépouillement et de la modification évidente des feuilles de résultats, mais aussi pendant le déroulement même du vote. Vous avez noté mon numéro à côté du nom de quelqu'un d'autre. Mais comment c'est possible? J'ai ma carte d'identité juste ici, dans ma main. Pourquoi vous mettez un autre nom? Vous vous trompez souvent comme ça. Oui, c'est comme ça que je suis entrée. Elle a fait une erreur. Ça, c'est quelque chose qu'ils font déjà dans beaucoup d'endroits. Oui, écoutez, voilà ce qu'on va faire. On va appeler la dame du bureau électoral et déposer un amendement. Ces choses-là arrivent, madame. On n'a aucune mauvaise intention. Ça se voit. Tes mauvaises intentions sont évidentes parce que tu as le numéro juste là. Regarde, c'est mon numéro. Oui, bien sûr. Donc tu triches. Voilà, c'est clair. Il y a déjà plusieurs plaintes. Et regarde, ils le font ici en ce moment même. Je vais passer un coup de fil. Faites attention tout le monde. Ils trafiquent les cartes d'identité. À Yarumito, il y a déjà plus de 100 plaintes. Et ils viennent de faire la même chose avec la mienne. Ils ont pris mon numéro d'identité et l'ont attribué au nom de quelqu'un d'autre. Regardez, si vous ne l'avez pas encore compris, ils sont en train de voler notre démocratie. Camilo Bautista Palacio is one of two brothers who own the firm. Camilo Bautista Palacio est l'un des 2 frères propriétaires de l'entreprise chargée du logiciel électoral et du comptage des votes en Colombie. Quand il était jeune, il a été condamné à 9 ans de prison pour fraude bancaire. Mais il n'en a purgé que moins de 3. Il a dirigé de faux inventaires, fabriqué de fausses factures, contracté des prêts d'un montant total de 130 millions de dollars grâce à des documents falsifiés et versé un pot de vin de 500 000 dollars pour faciliter un prêt. Aujourd'hui, lui et son frère, les frères Bautista, gèrent les systèmes de passeport et d'élection du pays. À l'approche du scrutin, le système électoral colombien était déjà entaché de partialité et de corruption. Hernán Penagos, le président de l'autorité électorale, entretient des liens étroits avec les forces conservatrices du pays et est maintenant accusé d'avoir fabriqué 800 000 votes de toutes pièces. Lors d'une interview, le président Petro a affirmé que l'élection avait bel et bien été truquée. Je critiquais déjà le système électoral parce que depuis 2014, le logiciel utilisé par une entreprise privée, et attention, c'est important,
Ce n'est pas l'État colombien qui comptabilise les votes, mais bien une société privée. Pose problème. L'entreprise des frères Bautista avait déjà été impliquée dans une fraude en 2014. Il a été prouvé par la justice que le logiciel était vulnérable à des manipulations, aussi bien internes qu'externes. Autrement dit, il y a bien eu fraude électorale en 2014, ce qui a compromis l'intégrité du processus de contrôle. Écoutez, il avait déjà été établi par décision de justice que des mesures précises devaient être prises. Pourtant, le registre national ne les a jamais appliquées. Le Conseil d'État, réuni en séance plénière, avait ordonné au registre national de mettre en place un logiciel public, un logiciel entièrement auditable développé en interne par l'État lui-même, par le registre lui-même. Et cela n'a jamais été fait. Petro a présenté les métadonnées des journaux officiels, qui semblaient confirmer que l'algorithme de l'élection avait été modifié. Une plainte pénale a été déposée, accompagnée de données provenant de 5300 bureaux de vote. 636 votes. Mais d'où vient cette folie? Si, d'après le nombre total d'électeurs, il est clairement indiqué que seulement 87 personnes ont voté. C'est une invitation à aller vous-même sur le site du registre national et à examiner les décomptes de voix sur les formulaires E14. Là, on voit clairement comment des votes ont été ajoutés pour Abelardo de la Espriella. Pendant le dépouillement, on peut observer des corrections, des chiffres réécrits par-dessus d'autres. On voit aussi des cas, comme pour le candidat Zepeda, où des nombres ont été effacés puis réattribués au candidat Abelardo de la Espriella. Hernán Penagos, le président conservateur de l'autorité électorale, a rejeté ces accusations, niant ce que des milliers d'électeurs colombiens avaient vu de leurs propres yeux et documenté. Je tiens à souligner que le 26 mai, absolument aucune modification n'a été apportée au logiciel électoral. Sur ce point, nous sommes parfaitement clairs et c'est entièrement vérifié. J'invite les représentants des partis et les auditeurs à ne pas déformer les informations que le registre national leur transmet toujours avec autant de rigueur et de sérieux. Agir ainsi ferait courir de graves risques, non seulement au processus électoral lui-même, mais aussi à la démocratie colombienne dans son ensemble. Alors que la Colombie se dirige vers le second tour, l'avenir de la doctrine Duque est en jeu. Balance.